Élue dans Lévis en 2003, Carole Desberges fut ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine dans le cabinet Charest. Avant la politique, Mme Desberges a occupé plusieurs postes dans le domaine des communications publiques, parallèlement à une implication sociale très active. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Desberges. Bonjour. Vous aviez un plan d'action, vous avez eu le temps quand même d'établir ça. Une première réforme, ça n'a pas été très, très bien accueilli par l'opposition, entre autres, et même par les gens du milieu. Ouais. D'où ça venait cette résistance-là? En fait, c'est qu'à la base, c'est que dans le fameux contexte du départ de tout ça, il y avait aussi les négociations pour le renouvellement des grandes conventions collectives de la fonction publique. Et les syndicats ont pris ce dossier-là comme cheval de bataille et ont monopolisé beaucoup l'attention là-dessus. Sur les services de garde. C'est que, évidemment, lorsque le gouvernement est arrivé en place en 2003, le Parti libéral... On avait maintenant la charge je dirais, de la cathédrale. On disait, nous, la cathédrale du Parti québécois, c'est-à-dire un dossier qui leur tenait beaucoup à cœur et il y avait déjà des suppositions qu'on allait tout changer, tout enlever, même finir complètement ce service-là. Puis moi, on s'est rapidement rendu compte que on savait que c'était un service qui était essentiel, qui était nécessaire pour toute évidemment, notre politique familiale, qui était nécessaire au bien-être de la société, parce que ça permet, les services de garde sont là pour non seulement soutenir les enfants qui ont plus de difficultés d'apprentissage, mais également que les femmes prennent le marché du travail, que les jeunes parents puissent occuper le marché du travail, ce dont les entreprises ont besoin. Alors tout ça, là, on a très vite compris ça. C'est pour ça qu'on a clarifié vite que les services de garde étaient là pour rester. Mais on nous a prêté des intentions parce qu'on a été l'outil dans une grande, dans le fond, dans tout le dossier de la convention collective de la fonction publique qui était en négociation. Alors, ça a été ça, le porte-étendard. Ce dossier-là a été celui que les syndicats et les groupes de personnes ont choisi pour démontrer leur insatisfaction au gouvernement. Et quoi de plus facile que de sortir les poussettes des parents, des enfants? C'est comme, moi, quelquefois, je disais aux gens, c'est comme si on disait, les hôpitaux, il y a des problèmes, mais on ne peut pas en parler parce que tout le monde est malade. Les services de garde ont des problèmes, on ne peut pas en parler parce que c'est des enfants. C'est pas logique. Moi, je disais, il faut que les éducatrices puissent faire ce qu'elles font de mieux, c'est-à-dire s'occuper des enfants, avoir les outils pour le faire, l'environnement de travail pour le faire, et c'est là-dessus. Le reste, la gestion, on va clarifier des règles, les peaufiner, parfois les mettre en place à certains égards, mais vous donner aux gestionnaires les outils pour vous faire votre travail de gestionnaire. Puis on a travaillé fort et on a essayé de trouver des alliés à travers tout ça. Heureusement, il y en avait. Heureusement, il y en avait. Ils ne sont pas dans les journaux, ils ne sont pas dans la place publique, mais il y avait des alliés qui nous encourageaient et qui nous textaient, on textait moi à ce moment-là, mais fax et courriels beaucoup, pour nous encourager à continuer. Parce qu'il y avait dans les milieux qui, sur la place publique, étaient insatisfaits. Il y avait des gens qui étaient vraiment insatisfaits de la situation et qui voulaient qu'on améliore les choses. Dans la réforme des services de garde, là, en 2005, il y avait une opposition assez orchestrée contre vous et vous étiez la cible quotidienne à la période des questions. Vous avez dû trouver cette période-là pas mal difficile. En fait, c'était c'était difficile. C'était difficile pour moi, c'était difficile pour mon équipe de cabinet, c'était difficile pour le ministère aussi. Les gens du ministère le prenaient aussi très personnel parce qu'on était questionnés. Moi, j'étais questionnée pratiquement à toutes les périodes de questions. Souvent, la majorité du temps était dans mon dossier. Et ça devenait très demandant parce qu'on savait toujours qu'on ferait soit la une des journaux, on serait dans les journaux, qu'on serait à la période de questions, mais sans savoir toujours de quel côté la question viendrait, dans quel angle. Alors, c'était un travail de préparation
continuelle. Et on travaillait vraiment dans tisser serré, et évidemment, les gens du cabinet et les gens du ministère, parce que, comme je disais tantôt, ils prenaient le personnel, parce que c'était leur travail aussi qui était remis en question, puis un travail qui, au quotidien, était d'être en lien avec tous les milieux de garde, avec les familles, parce qu'un ministère comme le mien, c'était, on a les clientèles directes. Alors, il n'y a pas d'intervenants beaucoup. Les gens qui ont des besoins, qui ont des questions, appellent directement au ministère et les gens relayaient l'information. Alors, ils prenaient ça dur, en fait, qu'on remette tout ça en question négativement parce que, évidemment, quand on travaille, ils avaient l'impression de bien faire leur travail, ce qu'ils faisaient très bien d'ailleurs. Cette mobilisation dans la rue, là, est-ce qu'elle allait jusqu'à des menaces à votre endroit ou les gens qui vous entouraient? Maintenant, je peux le dire en souriant parce que je disais, je m'occupe du 0-4 ans, je ne peux pas croire. J'avais des menaces quasi quotidiennes. On a des menaces plus importantes que d'autres. J'ai été en double protection, même ici à l'Assemblée nationale, des périodes. Partout où j'allais, il y avait des manifestations, des manifestants, puis pas toujours sur mon dossier, mais encore une fois, dans le dossier du renouvellement des conventions. Mais déjà, il y avait toujours des gens qui... parce que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tournées du Québec. Je ne me suis pas empêchée de le faire non plus. Il ne fallait pas rester ici, dans le fond, à l'Assemblée nationale. Il faut aller vers nos groupes, moi, mes représentants de tous mes mandats, que ce soit les aînés, conditions féminines ou services de garde, entre autres, et familles. Et je me suis jamais empêchée d'aller rencontrer partout. Mais ça, évidemment, ça occasionnait beaucoup de maux de tête à ceux qui devaient nous protéger, par exemple. Mais en même temps, ça permet de garder le pouls un peu plus des groupes, de nos groupes. Moi, je trouvais ça important. À l'Assemblée nationale, une des cibles de votre réforme, ce que l'opposition visait, c'est sa crainte de voir un tournant vers la privatisation des centres. Et ça, j'ai jamais compris cet angle-là. Oui, mais c'est ça parce que, évidemment, soit qu'on consulte ou qu'on reçoit toutes sortes d'intervenants qui ont tout, parce que les services de garde, évidemment, on se rappelle qu'il y avait un manque de place. On avait annoncé des places, évidemment, en développement. Il y a beaucoup d'argent en jeu, alors il y a beaucoup d'intérêts qui sont là. Mais on a vite clarifié tout ça, et c'est juste, encore une fois, une reprise de ces dossiers-là qui revenaient, mais ça n'a jamais été dans nos cartons. Ça n'a jamais été dans nos cartons. Puis, à un moment donné, on se demande, quand on est en situation comme j'étais à ce moment-là, où ça roule, mais qu'est-ce qu'on a pu dire ou faire qui est supposé peut-être que ça? Mais en même temps, lorsqu'on essaie de dire et de clarifier, c'est pas repris. Et ça, malheureusement, certains médias jouent ce jeu-là aussi. Il y a eu vraiment une démagogie abusive durant tout ce temps-là. Est-ce que ça inquiétait vos collègues libéraux, soit en caucus ou même dans leur comté? C'est sûr, parce que c'est un dossier très terrain qui touche tout le monde. Et c'était bien orchestré au niveau des oppositions qu'on avait, parce qu'ils étaient présents dans les bureaux de comté beaucoup. Et encore une fois, quand tu arrives à ton bureau de comté, puis la porte est bloquée par des mamans, des papas ou des bébés en poussette, là, c'est sûr que les caméras sont là, tout ça. Alors, il faut que tu réexpliques. Il y avait de l'inquiétude. On a mis beaucoup d'efforts, évidemment. Mais ça a été aussi une période, ça a été aussi difficile de bien faire comprendre où on voulait aller, comment ça fonctionnait, l'implication, les bénéfices de ce qu'on allait mettre en place ou améliorer, tout ça. Est-ce que ça allait jusqu'à remettre en question cette réforme-là? Est-ce que vous aviez toujours l'appui de M. Charest? J'ai toujours eu l'appui de M. Charest. On s'est questionné, dire est-ce qu'on continue? Et moi, je lui ai dit, je me souviens entre autres d'une rencontre à quelques jours de la fin de la session, je dis on continue parce que c'est pas vrai que si on remet ça, par exemple, au printemps, ça va améliorer les choses parce que ça va être ce jeu-là qui va se poursuivre. Et pour moi, ça faisait déjà comme 1 an et demi là, que ça n'arrêtait pas. Alors, j'ai dit, on continue. On le fait pour les bonnes raisons. Ça va être bénéfique. On a des appuis qui ne peuvent pas être publics, qui ne veulent pas aller public, parce qu'on parlait de menaces tout à l'heure. Et même mes directrices de services de garde avaient des menaces. Là. Et moi, j'ai pas publié ça à ce moment-là. J'en ai pas beaucoup parlé, parce que je voulais pas mettre de l'huile sur le feu. Puis je voulais pas embarquer tous ces éléments-là qui étaient un petit peu en dehors directement, qui affectaient beaucoup, par contre, les gens. Alors, on les a soutenus. Et ça nous a créé des alliances. Ça a fait en sorte que, à un moment donné, la base d'opposition s'est désagrégée en cours de route parce qu'ils voyaient bien que ça n'avait pas de bon sens. C'était pas nous qui faisions ce genre, évidemment, de menaces-là, tout ça. Alors là, ça nous a créé un réseau d'alliances souterrains qui a fait en sorte qu'on a pu avancer, continuer à avancer.
Et pourtant, cette fin de session-là, à l'automne 2005, ça a été difficile pour vous, au point même que vous avez, pour prendre le terme utilisé à l'époque, vous avez craqué à l'Assemblée nationale. Bien, avec raison, je vous dirais, parce que, je disais tantôt, ça faisait 1 an et demi. Moi, j'ai été élue au printemps 2003 et le lendemain de mon assermentation, c'est parti sur un train qui roulait à 150 000 à l'heure avec un dossier qui a été le dossier numéro 1 du gouvernement pendant plusieurs semaines, avec une contestation souvent basée sur rien, sur juste des prétentions, tout ça. Et ça a été très demandant. J'apprivoisais, moi, en même temps, tout le métier de ministre. La présence en Chambre, à la période des questions en Chambre, j'occupais la grande partie de la période des questions. Et ça a été pendant des mois. Et chaque jour, on se disait, il va y avoir des attaques. Chaque jour, il va y avoir on va être dans les journaux, dans les radios, n'importe quelle langue qui va être empruntée, de quel côté ça va venir. Tu es seul avec, évidemment, ton groupe, mais face à une opposition qui, elle, est multiple, avec toutes sortes d'agendas qui ne sont pas nécessairement connus les uns des autres. À l'Assemblée nationale et à l'extérieur. Oui. Puis il y avait de la manipulation, beaucoup. Et il y a des gens en cours de route rendus vers la fin qui se sont aperçus, qui se sont fait beaucoup manipuler. Et ça a été difficile, puis c'est sûr. Puis je me souviens là, que, à un moment donné, moi-même, j'avais remis en question ma position dans le sens de dire est-ce que je continue à endurer tout ça? Est-ce que je continue, moi, à endurer tout ça? Vous avez songé à démissionner? Ah oui. Bien, le fameux matin de décembre, je suis partie de chez moi, puis j'ai dit à mon mari, c'est possible que je démissionne aujourd'hui. Parce que là, j'en avais un peu comme ras-le-bol, parce qu'on n'arrive pas à prendre le dessus, on n'arrive pas, puis ceux qui devraient se prononcer avec nous ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont peur des représailles. Alors, il faut être vraiment, moi je vous dis, là, bien candidement, mais il faut être vraiment fort et forte pour passer à travers tout ça, des dossiers semblables. Et puis ça, c'était un dossier, parce que j'en avais d'autres. Et pour finir ce dossier sur l'adoption de votre projet de loi sur la réforme, il a fallu la motion de clôture, ce qu'on appelle ici la motion du bâillon. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans votre stratégie? Non, ça, c'est ça. Puis ça s'est passé très vite. Évidemment, le bâillon, c'est qu'on lève les règles. Ça veut dire que nous, on était en commission parlementaire à ce moment-là, et c'est arrivé, ça s'est fait presque simultanément, en fait. Mais la commission parlementaire avançait pas. On ne s'est jamais rendu plus loin, je pense, que le deuxième article. Parce qu'il y a eu juste des discussions sur des virgules, sur thèmes, sur ça, puis ça n'avançait pas. L'opposition s'opposait, c'est ça, c'était ça son mandat. Une opposition, ça s'oppose, mais là, ça n'avançait pas, ça ne nous servait pas. Alors, le bâillon est arrivé, on a continué à rouler, et l'approbation est arrivée après plusieurs heures quand même en Chambre. Et tout ce temps-là, entre autres, les responsables des services en milieu familial ont été présents en Chambre jusqu'à 4 heures du matin, le soir, la nuit où ça a été adopté. Et les gens, certains représentants aussi des associations services de garde ont été là. Mais entre autres, le milieu familial, parce que c'était beaucoup bénéfique aussi au milieu familial, ce qui avait été pratiquement toujours oublié dans les pourparlers avant nous. Et alors ça a été une période là, vraiment très, très lourde et très, très demandante. Mais il y a du monde qui vous a appuyé aussi. Oui. Comme je dis, le milieu familial était là, des gens de certains services de garde. Et puis, heureusement qu'on avait des personnes qui, individuellement, ou de petits groupes qui nous appuyaient, mais encore là, pas nécessairement publiquement, à cause de représailles. C'est pas drôle, ça. C'est pas drôle, hein? Alors, ça devient difficile pour eux, difficile pour nous, moi et nous, du gouvernement. Mais c'est ce qui me permettait, par contre, de dire à mon premier ministre, on y va parce qu'il y a des gens qui nous attendent puis qui ont besoin de nous, qui ont besoin de ça pour bien continuer, qui comptent sur nous. Moi, je suis prête à poursuivre. Dans le dossier des services de garde, il n'y a pas eu que des moments difficiles. Vous savez, des moments heureux, je dirais même des politiques ou des ententes qui ont été bénéfiques pour le Québec. Il y a eu effectivement beaucoup de moments heureux. Puis quand les gens qui font de la politique vous l'ont dit, puis vous leur diront, heureusement que tous ces petits bonheurs quotidiens qui ne sont pas nécessairement publics, mais qui nous aident à poursuivre le travail, puis qui nous confirment qu'on fait les bons gestes. Mais en parallèle de ce dossier-là de service de garde, il y avait, entre autres, il y a eu une entente fédérale provinciale qu'on a signée. Mon vis-à-vis à ce moment-là était Ken Dryden, qui était ministre au fédéral, on appelle ministre des services sociaux. Alors, c'était mon vis-à-vis dans le dossier enfant et dans le dossier aîné.
Et à ce moment-là, avec mon collègue du gouvernement, Benoît Pelletier, qui était aux affaires intergouvernementales, on avait préparé l'entente sur l'apprentissage des jeunes enfants et les services de garde. Parce qu'au Canada, ça se présentait différemment qu'au Québec. Alors, c'était le terme de la grande entente. Mais ce que ça a donné au Québec, c'est 1,4 milliard entre 2006 et 2010. C'est une entente extraordinaire pour le Québec. On était vraiment très fiers. Moi, j'étais vraiment très fière d'aller signer ça. Ça a été complexe à négocier parce que les termes de l'entente étaient importants pour nous. On voulait garder notre autonomie sur les services de garde, sur les choix qu'on allait faire. Et comme au Canada, les services de garde ne sont pas développés n'était pas développé beaucoup à ce moment-là et n'était pas, même pas élaboré exactement comme les nôtres. Donc, il fallait nous s'assurer qu'on garde notre autonomie de choix et de dépenses sur l'argent qui nous était confié pour le mieux-être des familles. Et ces termes-là, chaque mot était important dans l'entente et c'est ce qu'on a réussi pour s'assurer de garder notre latitude. Et une entente de 1,4 milliard, c'est un gros morceau. Dans le remaniement ministériel, M. Charest vous confirme dans cette responsabilité de la famille, mais aussi vous ajoute d'autres responsabilités. Oui, en fait, en 2004, on avait ajouté déjà les aînés, parce qu'on se souviendra qu'au départ, il n'y avait pas de ministre des aînés, ministre de la Condition féminine. C'était intégré dans les responsabilités, mais pas nommé en titre. Alors, à l'automne 2004, M. Charest m'a nommé ministre des aînés. Responsable des aînés. Et en 2005, on a ajouté les conditions féminines. Alors là, on couvrait, dans le fond, les clientèles, parce que, veut pas, c'est des clientèles qui se touchent. Parce que quand on parle des familles, la famille, c'est de tous âges, hein, des jeunes enfants aux aînés. Lorsqu'on parle des organismes familles, on touche les aînés, on touche aussi beaucoup les groupes de femmes. Alors, il y avait une logique à mettre ça ensemble et ça a été apprécié des groupes. Et apprécié de moi beaucoup parce que moi, c'était des clientèles et des regroupements qui me plaisaient beaucoup de côtoyer, que je trouvais enrichissant, en fait, d'entendre les préoccupations, les besoins, les services que ces gens-là rendent partout à travers le territoire. Alors, ça faisait appel à ma personnalité beaucoup d'être près des gens et de vouloir rendre service et améliorer leur environnement, quel qu'il soit. Et ça a été bénéfique pour le gouvernement puis le Québec parce qu'on pouvait faire vraiment des choix de politique qui englobaient beaucoup les besoins de tout un chacun. Et ça, c'est une belle période. C'était un beau cadeau que M. Charest m'avait fait. Madame Théberge, en 2006, vous avez interdit la surfacturation dans les garderies privées. Est-ce que c'est un phénomène qui prenait de l'ampleur? Oui, et ça, c'était une des suites de la loi, dans le fond. C'est un des éléments qu'on avait introduit dans la loi. Je vous parlais des bureaux coordonnateurs tout à l'heure. Et on avait, entre autres, la surtarification, l'interdiction de surtarification et l'interdiction aussi, en fait, contrôler les surplus accumulés. Tout ça pour vous dire, dans la surtarification, en fait, c'est qu'on a réalisé que les garderies privées et des CPE également surfacturaient le parent, soit pour des listes d'attente, soit pour des services. Et nous, on convenait que le budget qui était alloué pour les services de garde suffisait à rendre les services auxquels on s'attendait d'un service de garde. Alors, parce que je vous parlais au tout début de notre entretien de la méconnaissance du fonctionnement des services de garde. Lorsque le parent paye 7 $ maintenant, le gouvernement donne en moyenne 30 $ par enfant, même plus lorsqu'il s'agit de poupons, au service de garde. Alors, bien des gens pensaient que le service de garde devait fonctionner avec le 7 $ par jour par enfant. En fait, c'est 7 $ du parent, puis une moyenne de 30-32 $ par enfant qui vient du gouvernement. Alors, tout ça combiné avec les obligations qu'on donnait au service de garde, nous, on se disait ça suffit pour rendre le service. Il y a des éléments qu'on a accepté qu'ils soient surfacturés. Par exemple, des sorties, évidemment des médicaments ou des soins particuliers ou des repas supplémentaires. Mais là, ce qu'on s'apercevait dans certains services de garde, c'est que tout était surfacturé allant du cours à l'ordinateur, à certains cours de dessin ou quoi que ce soit. Et quand je regardais les qualifications qu'on demandait à nos éducatrices, elle pouvait rendre plusieurs de ces services-là. Et d'ailleurs, on a misé plutôt avec la loi sur la formation aux éducatrices ou l'embauche d'éducatrices formées, puis diminuer la surfacturation parce que pour un parent à qui on dit, comme payeur de taxes, vous avez droit à un service de garde à 7 $ par jour, mais finalement, il dit non, moi, ça me coûte 20.
Alors, il y a quelqu'un qui fait... Il y avait dans le fond, une incompréhension puis un ajustement à faire. Alors, ça n'a pas été populaire. Je vous avoue, ça n'a pas été populaire du tout. Mais en même temps, encore une fois, dans un esprit de gestion de fonds publics et de dire que c'est quoi le service qu'on veut vraiment offrir à nos familles. Puis si on dit tout le monde se serre la ceinture au Québec pour offrir un service de garde à contribution réduite, bien, il faut que ce soit à contribution réduite pour tout le monde. Alors, les parents ont été fort heureux de ça. Certains gestionnaires de services de garde, moins. Mais moi, encore une fois, je trouvais que c'était la façon de bien rendre ce service-là et surtout d'assurer une vraie contribution réduite aux parents. Mm-hmm. Il y a eu aussi le dossier de l'équité salariale des éducatrices en service de garde. Ça faisait partie du même décor, ça? Bien, dans le même décor, mais pas avec les mêmes, dans le fond, les mêmes objectifs, le même budget ni rien. Quand on travaillait les services de garde, la loi, puis tous les éléments qui ont décliné de l'application de la nouvelle loi, le dossier équité salariale était à côté parce que c'est un dossier au Québec qu'on n'avait pas réglé, qui était en suspension, je dirais, depuis plusieurs années. Lorsqu'on est arrivé, vous rappellerez que la ministre du Conseil du Trésor, Mme Jérôme Forget, avait dit l'équité salariale, on va la régler. Ça incluait, évidemment, les éducatrices en service de garde. C'est un dossier qui était parallèle, que, évidemment, les opposants ont mêlé à plaisir parce que c'était un levier de dire il faut régler tout ça. Mais c'était deux budgets différents, deux façons de faire. Et l'équité salariale touchait non seulement les éducatrices, mais beaucoup d'autres secteurs, autant de la fonction publique ou de la société. Et il fallait attacher les fils. Et on se rappellera à ce moment-là que le Conseil du Trésor disait j'ai une enveloppe de 12,5 %, ça comprend tout. Alors, il fallait arriver, évidemment, dans le budget aussi de ça. Nous, même si sur la place publique, ça discutait négativement, je dirais, et si on revoit un peu la revue de presse, on s'aperçoit que le ton change beaucoup parce que nos négociations avançaient très bien. Et on a dû, à un moment donné, attendre que le reste, les autres groupes soient prêts. Mais nous, on était en bonne position et on a pu régler ce dossier-là. J'étais là à la signature d'entente avec ma collègue Monique Jérôme Forget, puis ça a été très bénéfique pour les services de garde. Et ça a été compliqué, question budget, mais compliqué aussi par le fonctionnement de l'application de l'équité salariale. Ça prend un comparateur, un élément qui compare le travail. Et dans le milieu des services de garde, c'est presque exclusivement féminin. Alors, on ne peut pas dire quel est l'emploi masculin qui compare. Ça a été difficile de le trouver. On a mis un comité spécialisé dans ça pour nous suggérer des éléments. On a trouvé un comparateur et à partir de là, c'est là qu'on fait l'échelon des salaires de tous les niveaux pour voir où il faut en ajouter, puis parfois où il faut en enlever. Alors, mais on a passé à travers tout ça et ça, c'est un dossier qui a été une belle fin vraiment, là, très bénéfique à plusieurs femmes au Québec, évidemment. Ça a été une période assez tumultueuse. Est-ce que vous en avez voulu à ceux et celles qui s'étaient ligués contre vous? Non, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas vraiment rancunière. D'ailleurs, c'est ça qui m'a aidé un petit peu à tenir le coup durant tout ce temps-là, parce que je me disais, les gens en veulent au gouvernement. Ils en veulent à la ministre, mais ils n'en veulent pas à Carole, parce que Carole, ils ne la connaissent pas. Carole, elle encaisse les coups, évidemment, avec les gens proches, tout ça, mais je me disais, c'est pas à moi qui parle. C'était ma façon à moi d'essayer de faire un écran entre tout ça, parce que j'en ai pas voulu aux gens. J'en ai voulu à certaines personnes qui ont abusé de leur position pour faire de la démagogie, pour faire de la critique abusive, puis faire de la manipulation d'informations. Ça, je trouve que j'ai trouvé ça difficile. Vous me direz, c'est peut-être ça le jeu politique, le jeu quand on est en chambre et puis la période des questions. Mais ça, je persiste à dire que on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. On n'est jamais obligé de mettre en doute continuellement la personne en face de soi. Puis, si on veut, que on le voit aujourd'hui, si on veut que le langage parlementaire change, à un moment donné, il faut que ça commence quelque part. Moi, je pense que j'ai subi, en tout cas, je me fie à ce que les commentaires que j'ai, des gens qui ont été là depuis longtemps, qui sont là, j'ai subi pendant une attaque abusive dans le genre parce que c'était très, très difficile. J'en ai pas voulu parce que je me disais que ces gens-là ne méritaient pas que je me rende malade à ressasser ça pour le restant de mes jours. Moi, je préfère oublier. J'ai livré ce que m'étais engagée à livrer avec les valeurs que j'avais, pour les bonnes raisons, pour le bien-être des familles, pour le bénéfique au Québec. J'ai fait mon travail. Et quel bilan vous tirez de toute cette période-là de la réforme des services de garde?
Bien, la conclusion viendrait peut-être ce que les médias ont dit à une conférence de presse quelques semaines après l'application de la loi, puis l'approbation, puis l'application, tout ça. Et un journaliste me dit, mon Dieu, est-ce que toute cette histoire-là, c'est une tempête dans un verre d'eau? Bien, j'ai dit, poser la question, c'est y répondre. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a quelques mois, on a livré exactement ce que je vous avais dit qu'on allait faire. Vous avez changé la donne pendant tous ces mois-là, raconté toutes sortes de choses, mais on a livré exactement ce qu'on avait dit qu'on allait faire. M. Charest vous a donné d'autres responsabilités, entre autres les aînés et la condition féminine. Une nouvelle politique en ce qui concerne la condition féminine, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Bien, juste dans le choix des mots, c'est important. Parce qu'on parlait, j'étais le ministre responsable de la condition féminine, on avait une politique à mettre à jour et moi, j'avais dans l'idée de dire qu'on ne ferait pas une politique de condition féminine, mais une politique d'égalité, parce que c'est ce pourquoi les groupes se sont battus depuis des années et des années. Alors, on a beaucoup d'acquis au Québec. On a beaucoup de choses, que ce soit des politiques, des programmes, des mesures qui se sont mis en place. On est dans une société très avancée au niveau égalité. Alors, moi, je trouve qu'on méritait d'avoir une politique d'égalité hommes-femmes pour faire en sorte que l'égalité de droit devienne l'égalité de fait. C'est-à-dire qu'elle soit systématisée dans les mesures, qu'elle soit intégrée, que la société civile qu'on appelle s'approprie aussi les orientations et les actions à prendre. C'est dans ce sens-là qu'on est allé vers ce choix de mots-là et cette politique-là. Pour ce faire, on a fait une consultation qui s'intitulait pour un nouveau contrat social entre les hommes et les femmes, que le Conseil du statut de la femme avait mené et qu'on a complété. Et pour faire entendre, en fait, permettre à tous les groupes de se faire entendre, à toutes les personnes en commission parlementaire, autrement, qui voulaient en discuter, pour vraiment faire en sorte que ça nous ressemble, cette politique-là, puis que ça représente aussi les idéaux de société que nous avons, nous, les Québécoises puis les Québécois. Alors, on a entendu à ce moment-là, au-delà de 75 groupes, on a eu 105, 110 mémoires, et vraiment de tout genre. Encore une fois, évidemment, certains groupes avaient peur de perdre des acquis dans les instruments d'administration que j'appelle Conseil du statut de la femme, Secrétariat de la condition féminine, mais en parallèle de ça, ça a permis à beaucoup de groupes de se prononcer, à des groupes masculins de se prononcer aussi, parce qu'on les a invités à se prononcer, et puis à des groupes de jeunes. Alors, on a entendu beaucoup de gens, et ça s'est conclu par la politique d'égalité qu'on a mis en place. Et cette politique-là, au moment où on l'a présentée, c'était en décembre 2006, je me souviens, on disait qu'elle était ambitieuse dans son rayonnement parce qu'on balayait très large et on impliquait beaucoup de monde. Qu'elle était aussi rigoureuse parce qu'on demandait de la reddition de comptes. Et ça ne s'était pas vu souvent dans une politique de ce genre-là, d'obliger les ministères et organismes, évidemment, à mettre en place des mesures, mettre en place des propositions pour mieux répondre à tous les objectifs qui étaient dans cette politique-là, et à en faire une reddition de comptes en commission parlementaire aux 3 ans et annuelle. Et pour l'avoir défendu, ces thèmes-là sur la scène internationale ou nationale, je sais comment au Québec, on est avancé, comment on fait être chef de file dans ces domaines-là, de tout ce qui touche le droit des femmes, la promotion contre la violence conjugale, de tous les services aux familles. On est tellement en avance dans plusieurs secteurs par rapport à d'autres. Et de faire une première politique d'égalité au Québec, moi, ça m'a rempli de fierté. Et notre gouvernement s'est servi beaucoup de ça parce que le plan d'action à ce moment-là était de 5 ans, alors jusqu'en 2011. Il a été repris par la ministre qui m'a suivi, qui a été repris par la ministre en titre encore présentement parce que ça crée des obligations. Et c'est la façon de faire des changements, de ne pas laisser ça... on peut laisser certaines choses à la bonne foi des gens, mais dans un sujet comme celui-là, il faut créer des obligations, donner évidemment des lignes de conduite ou d'inspiration, parce qu'il faut... Alors, et là, en plus, ça touchait tous les secteurs. C'est-à-dire non seulement, par exemple, la promotion des modèles égalitaires dans les écoles, dans les livres que les gens côtoient, mais également dans des mesures que les municipalités peuvent mettre en place également. Mais ça a été une politique qui est très porteuse, en fait, pour le Québec. Merci, Mme Théberge. On continue la semaine prochaine.